Sunday Night Production. Dans cet épisode, on va s'intéresser à la nutrition dans la haute performance. C'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute. Soyez les bienvenus sur le podcast Dans la tête d'un coureur pour un épisode hors série enregistré depuis le Clubhouse by Morten à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la nutrition dans la haute performance et pour explorer ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir des experts de très haut niveau. La première est performance nutritionniste au sein de la team Morten France. Elle conseille des athlètes élites dans leur stratégie nutritionnelle, notamment dans l'athlétisme ou auprès d'équipes de cyclisme professionnelles. Il s'agit de Lucie Meyer. Salut Lucie, merci beaucoup de t'être rendue dispo pour cette émission. Comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Bonjour à tous, merci à toi Guillaume. Ça va très bien, on est en direct du Clubhouse, tous les quatre, tout va bien, il fait beau. Pour parler d'un sujet passionnant. Pour parler d'un sujet passionnant, c'est parfait. Bon écoute, j'espère que tout va très bien se passer, mais j'en ai aucun doute. Et pour apporter un éclairage méthodique sur la nutrition, nous sommes également rejoints par François Chiron, accompagnateur scientifique pour la performance au sein de l'INSEP. Il s'occupe notamment de Jimmy Gressier, qui vient de décrocher le record de France sur 10 000 mètres lors des Jeux Olympiques de Paris. Hello François, comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Toi aussi, t'es content d'être ici ? Oui, merci. Une petite pause dans cette partie olympique, donc ça fait aussi du bien de changer d'air et de voir d'autres têtes. Donc, bon, même si on va rester dans le thème de la performance et ça l'histoire. fait toujours du bien aussi de voir d'autres têtes, donc merci pour tout. Et enfin, notre dernière invitée est une athlète de haut niveau, spécialiste du 1500 mètres, où elle détient un record, tu me coupes si je me trompe, mais je crois de 4 minutes 03,91. Il s'agit de Bérénice Cléier-Merle. Salut Bérénice, ça va bien toi aussi ? Salut Guillaume, oui ça va, merci de l'invitation. La performance, le record, c'est bon ou il a changé depuis ? Non, malheureusement il n'a pas changé encore. Et bien justement, les présentations étant faites, j'aimerais débuter ce podcast avec toi Bérénice, puisque récemment ton nom a fait un peu le tour des médias nationaux. Alors malheureusement, pas forcément pour de bonnes nouvelles, puisqu'en juin dernier, tu t'es blessé lors du meeting de Rome, ce qui a conduit la Fédération française d'athlétisme à ne pas te sélectionner pour les Jeux Olympiques de Paris. Et comme on peut l'imaginer, tu n'as pas très bien vécu cette annonce, que tu as considéré aussi un peu comme un manque de soutien. Est-ce que depuis, ça va mieux ? Déjà, est-ce que tu t'es rétabli ? Est-ce que tu as aussi peut-être mieux digéré cette non-sélection ? Je vais attendre que les Jeux soient finis, mais pour l'instant, pas trop. Mais j'ai hâte de reprendre, que ça soit une nouvelle saison avec des nouveaux objectifs et que tout soit fini. Tu as bien repris l'entraînement en tout cas ? Oui, là, je vais à fond remeute demain. Oui, donc ça va. Tu as repris les petites séances intensives. En tout cas, d'un point de vue santé, ça va mieux. Oui, ça va mieux. J'ai fait des trails, donc ma cheville va mieux. Je m'étais fait une entorse. Ouais, écoutez, heureux de l'apprendre, que tu as retrouvé toutes tes capacités physiques. Et justement, aujourd'hui, on va s'intéresser à la performance et le rôle de la nutrition dans la haute performance. Et pour commencer notre échange, j'aimerais qu'on pose un peu les bases. Lucie, en tant que nutritionniste, quels sont selon toi les principaux bénéfices qu'un athlète de haut niveau peut obtenir en optimisant sa nutrition ? On parle de performance, on parle de récupération, il y a peut-être d'autres choses, mais comment tu classifierais ces bénéfices-là ? Oui, c'est vrai que si on regarde les principaux domaines d'importance dans la récupération, la nutrition intervient en haut de la pyramide, en bas plutôt, dans les principes les plus importants. Donc oui, en termes de récupération, bien sûr, de performance, d'adaptation physiologique, métabolique, le sommeil, on voit que ça intervient vraiment dans beaucoup de paramètres. Donc, mais pour toi, tu placerais quoi avant la récupération ou la performance pure ? La performance. Et la récupération. Alors, la récupération, une bonne récupération va forcément induire une performance. Bien donc, sûr, les deux sont corrélés. Ok, c'est intéressant, mais je voulais qu'on tranche sur ce sujet-là. Là, aujourd'hui, Jeux Olympiques oblige, on va vraiment s'intéresser à la nutrition dans la haute performance. Est-ce qu'il y a des éléments qui changent entre un athlète amateur mais qui va s'entraîner quand même avec de la rigueur, et un athlète de très haut niveau ? Est-ce que foncièrement, la philosophie de la nutrition va être différente ?
Pas tellement, en fait ça va dépendre du niveau d'entraînement, d'engagement de l'athlète amateur. Il y a des athlètes à niveau amateur qui ont le même niveau d'engagement et la même charge d'entraînement pratiquement que des professionnels. Donc c'est plus cette charge d'entraînement au global qu'on va regarder, avant même de parler de sport amateur ou professionnel. Après bien sûr en sport professionnel, il y a encore plus de challenges, de difficultés auxquelles il va falloir faire face. Mais un sportif amateur avec une très grosse charge d'entraînement d'un point de vue nutritionnel sera considéré comme un athlète. Ouais, il y a limite peu de changements. Oui. Et du coup, toi qui travailles aussi bien dans le cyclisme de haut niveau que l'athlétisme, le trail aussi, est-ce qu'il y a des différences ? Est-ce que par exemple les cyclistes sont plus en avance ou les coureurs sont plus en avance ? Comment est-ce qu'on se positionnerait, nous les coureurs à pied, dans cette culture de la nutrition ? On est des bons ou des mauvais élèves ? C'est vrai qu'en cyclisme, on a un niveau, on va dire, d'engagement et même budgétaire qui est davantage alloué à la nutrition. En athlétisme, je dirais qu'il y a un peu de retard, mais on est en train de plus en plus de gommer ce petit retard. Voilà. Mais des fois, j'ai l'impression qu'en course à pied, même les coureurs amateurs, on va dire qui s'entraînent très dur, ont des fois même des connaissances ou une rigueur même plus forte que certains athlètes de haut niveau. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'amateurs qui octroient aussi de plus en plus de budget pour se faire accompagner en nutrition, en kinésithérapie, même dans l'entraînement, et qui ont accès parfois à plus de choses qu'un athlète professionnel qui ne va pas forcément, qui va être entouré de sa fédé, mais qui, encore une fois, d'un point de vue financier, n'aura peut-être pas accès aux mêmes choses, parce qu'on sait qu'il y a quand même certaines disciplines qui restent précaires. Il y a encore des athlètes professionnels qui doivent travailler à côté, etc. Donc c'est parfois compliqué. La nutrition, des fois, ça peut effectivement coûter un peu de sous. Toi, Béré, est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse ? Est-ce que ça t'a toujours intéressé ? Est-ce que c'est récent ? Est-ce que ça t'intéresse pas du tout ? C'est quoi ta relation avec la nutrition sportive ? Alors moi, j'ai passé 7 ans aux États-Unis et là-bas, ils sont très compléments alimentaires. Ouais. Du coup, c'est là que j'ai commencé à m'y intéresser parce que je voulais savoir. J'ai commencé à lire des articles scientifiques parce que je voulais savoir quand même ce que les coachs me conseillaient et si vraiment ça avait l'air utile ou pas. Et maintenant, depuis que je suis dans le groupe avec François et Adrien Taouji, eux, ils ont une approche bien plus différente, beaucoup plus naturelle et beaucoup moins cachée qu'aux États-Unis. Donc, moi, j'ai appris beaucoup de choses avec eux. C'est vrai qu'il y a... Moi, j'ai entendu dire, et pour les étudiants qui vont étudier aux États-Unis, qui font une bourse et qui font aussi un double parcours avec le cercle professionnel, j'ai entendu dire que des fois, quand tu arrives, tu récupères ta tenue et tu récupères aussi des petites boxes avec des fois une vingtaine, une trentaine de compléments alimentaires. Et c'est vraiment culturel là-bas. Même les jeunes, on leur donne des compléments. Est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce que vraiment vous avez beaucoup de... Cette culture est très forte ? Oui, bon après moi j'avais pas de pilulier, mais je sais que certaines universités en avaient. Mais on nous conseillait beaucoup ça. Après, est-ce que ça a à voir parce que là-bas la nourriture est vraiment de basse qualité comme on en parlait, mais... Pauvre en nutriments. Oui, donc je pense que ça a pas lié aussi à ça. Moi, je faisais attention d'aller dans des magasins bio et tout. Mais... Et d'un point de vue, est-ce que ça t'intéresse ? Est-ce que tu aimes bien t'intéresser à la nutrition, aux nutriments, aux macronutriments, à la cuisine ? C'est un sujet qui te branche ou pour toi, c'est juste un facteur de performance ? Oui. Il faut s'alimenter et basta, quoi. Oui, enfin pas la cuisine, mais sinon tout ce qui est, ça m'intéresse beaucoup. Des fois, on a un groupe message et des fois François il envoie des infos, des articles et ça m'intéresse de lire tout ça. Alors François, justement, toi tu es à l'INSEP, ça fait plusieurs années aussi que tu côtoies des athlètes de haut niveau. Est-ce que tu as vu un changement ces dernières années dans la perception des athlètes sur la nutrition sportive, sur le gain que ça peut leur apporter ? Est-ce qu'il y a quand même une prise de conscience depuis quelques années sur ça ? La vision que j'en ai, vu que j'étais quand même formé par Adrien, qui lui a eu la chance d'être accompagné par des nutritionnistes tels que Denis Richet ou Eve Thiollier. Donc moi, je me suis toujours intéressé naturellement à ça parce que l'entraîneur avec qui j'évoluais s'intéressait. Donc ma vision n'a pas forcément évolué. Par contre, au sein même de l'INSEP ou même d'une manière plus générale au sein d'une fédé comme celle de l'athlé, oui, il y a des changements de mœurs. Il y a peut-être un centre d'intérêt plus important vers la nutrition, parfois même la micronutrition. Et je pense qu'il y a une prise de conscience de la nutrition, de manière générale, est un vecteur de performance
et de récupération comme on nous parlait tout à l'heure. Et moi je mettrais peut-être par contre la récupération déjà un point de d'abord avant la désaccord. Si on récupère pas, on peut pas être performant. Donc Ouais, moi c'est pour ça que je le bien mettrais dans ce sens-là, mais je comprends aussi ce que disait Lucie sur. On va débattre. Dans cet épisode, on va parler, on va poser un peu les bases sur la nutrition sportive dans le haut niveau. On va parler aussi de tout ce qui est compléments alimentaires. On va parler aussi de ravitaillement en course parce qu'il y a beaucoup d'innovations en ce moment, à l'image de Morten, avec qui on collabore aujourd'hui pour cet épisode, qui innove pas mal et qui sort des nouveaux produits. On va voir vraiment sans tabou si c'est intéressant ou pas, quelles sont les limites, quelles sont les capacités de ce genre de choses. Mais avant, on va essayer de discuter un peu de philosophie autour de nutrition. Il y a un élément qui est quand même assez caractéristique si on pose les bases, et c'est pas quelque chose où les gens pensent en premier. C'est les calories. Parce que finalement, l'un des premiers enjeux de la nutrition sportive, c'est d'apporter du carburant à l'athlète. Et donc, c'est de s'alimenter en quantité suffisante. Et ça, c'est une donnée des fois qu'on oublie parce que pendant très longtemps, on a voulu peut-être être les plus affûtés possibles, les plus minces possibles. Et donc, on a pu être sur une logique de dépenses énergétiques, voire de balance énergétique négative pour s'affûter. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Mais ça pose une question, c'est comment est-ce qu'on évalue sa dépense énergétique. J'ai parlé avec des athlètes de très haut niveau et je me suis rendu compte que des fois, ils n'avaient pas du tout conscience. Des athlètes qui me disaient qu'ils faisaient 30 km par jour et qui me disaient j'ai besoin de 3000 calories par jour. Et ça m'a un peu surpris. Et du coup, ce que je me demande, c'est à l'INSEP, comment vous faites pour précisément évaluer avec précision les calories de vos athlètes? Est-ce que tu peux nous donner aussi une ordre de grandeur? Alors déjà, ça dépend aussi bien sûr de la nature de notre activité. Entre un judoka par exemple qui est présent à l'INSEP ou un demi-fondeur, ça sera les mêmes dépenses énergétiques, mais ça ne sera pas forcément les mêmes besoins non plus. Nous, on a la chance d'être à l'INSEP accompagné par le laboratoire CEP et notamment par la nutritionniste qui est là-bas, qui est Thiollier. Et en début d'année, on peut faire ce qu'on appelle un test de métabolisme de base. Donc ça veut dire si on ne fait rien notre journée, comment notre corps va consommer toute cette énergie de par les organes vitaux, ainsi de suite. Donc je dis n'importe quoi, mais ça peut être 1800 calories par jour. Tu me reprends si je dis des bêtises. Donc ça, c'est quoi qui se passe dans notre journée. Si on reste allongé toute une journée dans notre lit, voilà l'apport calorique qu'il faut qu'on ait dans notre journée. Et en plus de ça, quand on fait des disciplines comme Bérénice, le demi-fond, parfois même le fond avec le marathon, on peut avoir des dépenses énergétiques de par nos sorties longues, des séances qu'on va appeler plus VMA, donc avec des changements de rythme, des dépenses en glucides très importantes. Donc comment on estime ça? C'est par pareil, ce qu'on appelle les échanges gazeux nous permettent d'extrapoler en fait la dépense en lipides, en glucides, et ça nous permet en fait, lorsqu'on porte cet appareil-là sur une séance ou sur différents tests, d'évaluer indirectement notre dépense énergétique et d'avoir en conséquence l'apport nécessaire par rapport à ce qu'on a dépensé. Tu peux nous donner une ordre de grandeur, par exemple, quelqu'un qui va faire du 1500 mètres, une fille qui va faire du 1500 mètres à l'INSEP, quelqu'un qui va faire du marathon. Donne-nous une ordre de grandeur pour qu'on se rende compte des enjeux aussi en termes d'apport calorique. Pour que ça parle à, je pense, monsieur et madame tout le monde, on va dire c'est 2000-2500. Pour un sédentaire? Pour un sédentaire. Pour un triathlète de très haut niveau, donc qui s'entraîne 3 fois par jour, on parlait de 6000 calories. Waouh. Donc et en fait, le vrai problème, c'est comment on ingère 6000 calories par jour. Ouais. C'est ça le vrai problème. Parce qu'il faut se rendre compte, et c'est pas des mauvaises calories de McDo, quoi. Donc c'est comment on fait pour avoir cet apport quotidien avec des macronutriments qui sont bons pour la santé, ainsi de suite. Donc c'est tout cet enjeu-là d'avoir un apport conséquent, important. Pour Bérénice, on ne l'a pas encore fait. C'est des choses qu'on envisage bien sûr à partir de l'année prochaine pour cette nouvelle Olympiade. Mais je sais pas, Lucie, tu me diras, mais peut-être autour de 4000, je pense, calories, des choses comme ça, quoi. Ouais, effectivellement, cet ordre-là, en cyclisme par exemple, sur certaines étapes du Tour de France, on peut monter jusqu'à 8000 calories. 8000 calories. De toute façon, l'enjeu principal dans le sport, ça reste de combler ces dépenses énergétiques et faire en sorte qu'il n'y ait pas de déficit calorique chronique qui s'installe. Et ça, c'est le vrai enjeu de notre métier. Et du coup, on est d'accord pour dire aujourd'hui, on peut statuer un athlète qui va être en prépa marathon, qui va perdre vraiment beaucoup de poids. Alors sauf s'il était un peu en surcharge, mais un athlète qui fait déjà un peu son poids de forme et qui va vraiment s'amaigrir, c'est plutôt inquiétant que réjouissant. Parce que des fois, il y a des athlètes qui se disent « super, je m'affûte », mais en fait, beaucoup perdre de poids, ça peut être un problème. Mais là, tu touches du doigt une vraie question où moi je débat souvent avec mes collègues du judo, où eux, ils sont dans une culture au contraire de la perte drastique de plusieurs, parfois kilos même, la veille de leur course. Parce qu'il y a aussi les rapports de poids aussi. Oui, exactement. Mais moi, je m'interroge toujours sur pourquoi il n'y a pas un règlement qui dit la pesée, elle est juste avant de monter sur le ring. Bon, vrai, ça, c'est parce qu'ils se disent aussi, c'est un certain conditionnement. J'entends, mais c'est surtout des croyances associées. Mais du coup, en demi-fond ou en athlète, forcément, il peut y avoir des variations entre les périodes de la saison. Mais si on perd plus de, je sais pas, si dans les derniers instants, les derniers mois, le trimestre de la préparation, on perd beaucoup de poids, c'est inquiétant. C'est inquiétant et c'est même dangereux pour l'organisme. Mais c'est là où on peut se blesser. C'est juste ça. Donc ça,
accumuler de la fatigue. Et de même, encore une fois, sur un grand tour, un cycliste n'est pas censé perdre de poids sur un grand tour. On peut avoir des modifications de la composition corporelle, si on fait la mesure de pince à plis, tout ça, ça peut varier, mais le poids n'est pas censé non plus bouger, quoi. Le but, c'est de combler, encore une fois, la dépense énergétique. Alors, il y a un grand débat en ce moment, c'est aussi en termes de glucides, les besoins en glucides. C'est vrai que pendant longtemps, alors il y a eu un peu, elles ont été populaires, elles ont été impopulaires. Voilà, toute cette filière glucidique. Aujourd'hui, on entend des athlètes qui vont consommer jusqu'à, sur trail, ça peut monter même, je crois, à plus de 120 sur l'heure. Vous, comment est-ce que vous calculez justement ça ? Comment est-ce qu'on peut s'y prendre si on veut viser juste dans ses besoins nutritionnels en termes de glucides par heure d'effort ? Alors, au niveau professionnel, François en a parlé, on a ces méthodes de calorimétrie par échange gazeux qui sont très intéressantes pour mesurer les niveaux d'oxydation glucidique en fonction de l'intensité de l'effort. Après, à niveau amateur, c'est plus difficile, mais on va déjà prendre en compte la durée de l'effort, l'intensité. Et puis, effectivement, on voit maintenant dans les études que atteindre des panels de 100-120 grammes/heure sur des efforts de plus longue distance sont intéressants. Donc, on va tester des choses aussi en amont à l'entraînement. Alors, on avait aussi, qui n'existe plus maintenant, mais le biocapteur Super Sapiens, qui pouvait être intéressant aussi dans la mesure de ces données. Ah, c'est déjà fini cette start-up ? Ça m'intéresse parce que ton avis sur ce capteur-là, parce que moi Alors, ça reste de l'interstitiel. Tu peux expliquer ce que c'est pour... Oui. Alors, le Super Sapiens, c'est un biocapteur de glycémie, mesure interstitielle, comme ce qui est utilisé par les diabétiques. Mais voilà, le Super Sapiens avait développé une application qui était très bien faite, d'ailleurs, avec pas mal d'algorithmes. On pouvait vraiment suivre sa glycémie en temps réel durant l'effort. Et puis, il y avait pas mal de données qui étaient données en plus de la glycémie. C'était un outil intéressant. À prendre quand même avec des pincettes, et puis surtout, il fallait voir comment on analysait les choses et ce qu'on en tirait. C'était intéressant, mais on ne pouvait pas prendre en considération que cet outil-là, bien sûr. Et ça reste de l'interstitiel, encore une fois. C'était très intéressant. L'ergonomie de l'application était vraiment top. Ça, il n'y avait rien à dire. Mais il y avait un problème de reproductibilité des mesures, des problèmes intra- et inter-individuels. Ce qui fait qu'en fait, on ne savait pas forcément tout le temps ce qu'on mesurait. Donc, pour les préconisations très précises telles que les nutritionnistes peuvent le faire, moi, j'ai eu beaucoup de marathoniens qui m'en ont parlé, qui m'ont demandé mon avis sur cette chose-là. Je leur ai dit, ouais, c'est intéressant, c'est ludique, mais c'est pas fait pour de la haute performance parce que c'est pas validé d'un point de vue scientifique. Il faut comprendre, pour valider un outil, il y a parfois... soit reproductible. Exactement, c'est un des critères. Et parfois, c'est pour ça que les articles, on parle beaucoup, il faut faire attention, on fait valider tout et n'importe quoi, parfois par la science, mais quand c'est bien fait, il y a des études qui permettent de dire cet outil-là, il est quand même plutôt solide ou pas. Et en effet, Super Sapiens, c'était pas... Ils sont repartis là, à travailler sur cet outil parce qu'il y a un vrai intérêt, par contre, ça c'est certain, mais qu'il n'était pas opérationnel, je pense, en tout cas pour du haut niveau. Et on le voit bien, même pour un diabétique, je pense que c'était pas nécessaire. C'était pas assez précis. Et du coup... toi, c'est quoi ta position par rapport à ces quantités de glucides ? On sait que ça fait aussi pas mal de débats. Il y avait eu à un moment donné les filières lipidiques aussi qui étaient assez populaires. Voilà, je pense que ça a pas mal tranché. Mais voilà, comment tu fais toi ? Est-ce que tous les athlètes aussi sont capables d'assimiler ces quantités de glucides qui peuvent être aussi importantes parce qu'il y a aussi cet enjeu-là ? Pour le débat sur glucides-lipides, en fait, c'était par rapport à l'intensité relative de l'effort. Mais un marathonien, quoi qu'il se passe, en fait, il va courir. C'est pas parce que monsieur et madame tout le monde va courir un marathon autour de 4-5 heures et qu'un marathonien va courir sur 2 heures. Oui, la durée est 2 à 3 fois plus longue, mais l'intensité relative est la même, donc ça reste une dépense de glucides. Si on fait un footing à 60% de sa consommation maximale d'oxygène, oui, là c'est majoritairement des lipides, donc la lipolyse et ainsi de suite. Donc là, un apport en glucides peut être questionné. Mais sur un marathon, c'est évident. Si on ne veut pas voir le mur au 30e, du coup même un peu avant pour monsieur et madame tout le monde, il faut avoir un apport en glucides. Mon collègue à la Fédé, Mathieu Jouisse, qui travaille notamment avec les marathoniens, lui, pareil, en fonction des profils, peut estimer, il part d'une moyenne, c'est 100 grammes par heure, et en fonction des profils, c'est plus ou moins 20 moins grammes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais c'est vrai que quand on regarde, encore une fois, les niveaux d'oxydation glucidique sur une intensité marathon, c'est de la folie. Donc, ok, on arrive en théorie avec des réserves en glycogène optimisées, etc. Mais il va falloir apporter au moins 100 grammes sur une intensité marathon. Et c'est pour ça que le mur au marathon, en fait, on dit que c'est au 30e, mais c'est en termes de durée d'effort. On estime que, grosso modo, c'est entre 2 heures et 2 heures et demie qu'on peut avoir une réserve en glucides sans apport qui peut chuter. En fait, les marathoniens, ils courent autour de 2 heures maintenant, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas forcément confrontés à ce mur-là. Mais s'ils prolongeaient leur effort, ils seraient, comme monsieur et madame tout le monde, confrontés à ce fameux mur. Alors justement, il y a un débat sur ce mur, c'est est-ce qu'il est vraiment lié à
le déficit en certains nutriments, ou ça peut aussi être musculaire, parce que je suis pas sûr qu'on connaisse vraiment les origines de ce mur. Il y a débat encore. En fait, tout dépend de ce qu'on appelle le mur, et c'est pour ça qu'il faut bien dire c'est quoi la définition du mur. Il y a en effet, si on n'a pas d'apport en glucides, oui, on va avoir ce problème du mur, mais là, c'est lié à la dépense énergétique. S'il n'y a pas d'apport en glucides, on va avoir un moment un problème, on n'aura plus de glucides disponibles dans notre corps. Donc là, en fait, pour finir le marathon, bon courage en courant, ça c'est certain. Après, d'un point de vue le mur sur les musculaires, on va dire sur les dommages musculaires, oui, c'est-à-dire que ça peut être traumatisant en fonction de la préparation, ainsi de suite. Donc il y a des courbatures, il peut y avoir des apparitions de crampes, ainsi de suite. Donc en fait, le mur, ça dépend sur quel niveau et à quelle échelle on en parle. Il peut y avoir cet aspect un peu énergétique et l'autre musculaire. C'est juste une question de terminologie. Alors justement, après cette petite introduction, j'aimerais qu'on s'intéresse spécifiquement à la nutrition à l'effort et à la récupération, parce que dans le très haut niveau, c'est aussi un enjeu et on n'en parle pas tout le temps souvent. Avant ça, Bérénice, j'aimerais parler un petit peu avec toi de la nutrition spécifique à l'effort. Qu'est-ce que tu manges avant et pendant, alors ça va être compétition, mais même pendant des séances un peu intensives, est-ce que tu as des petits rituels de nutrition, que ce soit 1 heure, 2 heures, pendant les entraînements, juste après les entraînements? Comment est-ce que tu vas manager ça un peu? Oui, alors avant de rencontrer François et Adrien, je mangeais le plus possible, et genre 4 ou 5 heures avant, et je pensais que c'était ça qu'il fallait faire, et que du riz. Et maintenant, donc tu te gavais de riz 2-3 heures avant? Je me disais, plus je mange et plus j'aurai de l'énergie. Et je pense que beaucoup d'athlètes font cette erreur. Et maintenant, je mange quelque chose de plus équilibré. Bon, toujours du riz avec, mais moins, une portion normale, que j'ai l'habitude de manger à un repas normal, et avec de la protéine, je sais pas, du poulet, si possible. Et après, je prends du coup, je fais ça 5 heures avant, et après, 2 heures avant, je mange une barre. Et voilà. Et une barre Morten. Une barre Morten. Et après l'effort, est-ce que tu vas... Et après l'effort, juste après l'effort. Alors, François nous a appris qu'il y avait une fenêtre nutritionnelle, c'est ça? Fenêtre métabolique. On va en parler. Et du coup, moi, j'aime bien, même mentalement. Du coup, je me dis, dans les 30 minutes, on peut manger ce qu'on veut. Et je sais que c'est mieux de prendre peut-être de la protéine et tout, mais même mentalement, je mange un peu n'importe quoi. Alors, tu parles de fenêtre métabolique, tu parles de protéines. On sait que ça a pas mal évolué. Alors, il y avait pas mal de croyances autour de tout ça. Il y a aussi encore des débats. Alors, est-ce qu'il faut manger de la protéine? Est-ce qu'il faut manger du glucide et la fenêtre? On sait qu'il y a aussi du marketing, parce que surtout dans le monde du fitness, de la musculation, on a un peu la petite barre où on sait qu'il faut consommer avant, pendant, après. Donc, il y a beaucoup de marketing autour de tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous en dire d'un point de vue scientifique? Est-ce que ça existe vraiment ou c'est un mythe? La fenêtre métabolique a été même controversée par rapport au système nerveux autonome, sympathique, parasympathique. Il y en a beaucoup qui disaient, en gros, c'est une pédale d'accélérateur, une pédale de frein, c'est ce qu'il faut comprendre. Et le sympathique et la pédale d'accélérateur, qui est vraiment à son maximum durant l'effort, ne permet pas une assimilation des macronutriments juste après l'effort. C'était un peu la croyance. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. Donc, il y a une fenêtre métabolique en fonction du macronutriment qui est entre 20 et 30 minutes. En fonction aussi du type d'activité, si on va faire une musculation ou une séance intensive, ça ne va pas être le même apport. Plutôt protéines pour une séance de musculation, parce qu'il y a une casse de fil musculaire, et plutôt des glucides après un effort intense. Tu m'interromps si je dis des bêtises. Non, je suis d'accord, effectivement, les récepteurs au niveau musculaire vont mieux, on va dire, mettre en réserve le glycogène après un effort d'endurance. Les glucides, c'est vrai qu'on parle des protéines, mais dans un effort d'endurance, le principal carburant, on va dire, à apporter en récupération, ça reste les glucides pour bien récupérer. C'est important d'apprendre que les protéines pour la reconstruction musculaire, c'est important. Imagine, on va prendre une sortie trail où du coup tu as aussi bien une casse musculaire qu'une dépense énergétique élevée. Parce que maintenant on sait, tu me dis encore une fois si je me trompe, c'est que la fenêtre métabolique est à privilégier les apports en glucides dans ces 20 à 30 minutes, parce que c'est là où ça peut être le mieux récupéré. Les protéines, si on les prend 1 heure à 2 heures après, ce n'est pas un problème. Exactement. Ouais. C'est pour ça que on priorise l'apport en glucides après l'activité, et si le repas suivant contient suffisamment de protéines, ça va être OK. Et la fenêtre métabolique des protéines est beaucoup plus longue. Donc c'est pour ça, Bérénice, non, tu manges pas n'importe quoi après tes séances. Tu manges après les séances de musculation, grosso modo, c'est ce que préconise Adrien, il y a son shaker de prot. Et c'est vrai que lorsqu'on va en fartlek dans la nature ou qu'on a des grosses séances, en fait, ils ont des boissons à l'effort. Donc par exemple, ce que permet Morten avec le Drink Mix 160, des choses comme ça. On a d'autres marques qui peuvent aussi proposer ce type de compléments. Et après, on a aussi tout ce qui est apport en électrolytes, s'il fait chaud, des choses comme ça. Donc maintenant, l'avantage, c'est qu'on peut proposer aux sportifs un large choix pour qu'ils puissent, durant leur séance et à l'issue de leur séance,
récupérer le plus vite possible et autrement optimiser leur performance. On va détailler un peu tout ce qui existe en matière de nutrition tout à l'heure, mais ce que je vous propose, pour briser un peu la glace et pour créer un petit peu de débat, parce qu'il faut que ce soit... On sait qu'il y a des visions, des philosophies qui peuvent être différentes, et puis en plus, la science, c'est une bonne chose, elle évolue encore sur toutes ces questions-là. Donc ce que j'ai préparé, c'est un petit quiz sur des questions qui peuvent être un peu... qui peuvent prêter un peu à débat. Et donc, ça va être vrai ou faux. Voilà. Et puis nous, les coureurs, on entend plein de choses autour de nous, on a du mal à se faire une idée. Donc là, j'ai quand même ce qui se fait de mieux en France en matière de nutrition, donc on va essayer de démêler un peu le vrai du faux. Et donc, je vais vous donner des idées reçues, et vous allez me dire si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Et après, soit vous êtes d'accord, soit vous n'êtes pas d'accord, et puis on en débat. Ça vous va ? Ouais, argument d'autorité quand même pour notre nutritionniste. Ouais. Hein. Les arguments d'autorité, on va pas rentrer dans la rhétorique, mais même les meilleurs experts peuvent se tromper. Bien sûr. Mais juste sur la science en général, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues. En fait, on dit il y a un article qui a dit ça, et du coup, ça veut dire que c'est validé. Il y a quand même des consensus scientifiques. Et quand on regarde une étude qui va à l'encontre de ce que dit la majorité, c'est pour ça qu'on peut, quand je disais tout à l'heure, la science peut faire dire tout et n'importe quoi. Il y a des revues de littérature, des méta-analyses qui balayent tout un tas de choses. Donc c'est pour ça que c'est un petit message que je veux faire passer. C'est important, quoi. La science, elle peut dire tout et son contraire. Il faut juste voir les concepts qui font un peu l'unanimité. Surtout sur la nutrition. Ça fait des études financées par certains groupes. Surtout dans la nutrition. Oui. Surtout dans la nutrition. Et puis même, après, il y a le terrain, il y a la science. Si tu prends la science, il y a plein d'études qui vont dire que le polarisé, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais parce que c'est pas fait sur une population d'athlètes élites, donc voilà, il faut avoir un esprit critique. C'est toujours le terrain qui doit driver la science. Ça dépend, parce que dans le monde médical, on va pas avoir ces mêmes problématiques. Encore une fois, là, si on parle de monsieur et madame tout le monde, c'est important de se référencer à la science, parce que ça concerne, sur le haut niveau, on parle de personnes qui ne sont pas comme tout le monde, donc forcément, ça va demander d'être nuancé, je pense. Mais il y a un débat qui dit, il y a pas mal aujourd'hui d'entraîneurs ou de préparateurs physiques qui te disent finalement, si tu suis la science, tu as 3 ans de retard. Parce que finalement, c'est déjà le terrain qui prime, et après, ce qui est confirmé scientifiquement, c'est quand même des choses qui ont déjà été constatées sur le terrain en amont. Ça dépend, c'est toujours pareil. Est-ce que la science décrit ce qui se passe dans la réalité ? Moi, je pense que ça permet de mieux comprendre. Et en fait, c'est tous les enjeux de publication. C'est-à-dire que oui, c'est un processus qui est très long, donc si on attend qu'il y ait une publication qui sorte, oui, on a du retard. Après, les entraîneurs de très haut niveau, ils travaillent avec des chercheurs, donc on n'a pas besoin attendre que ça soit publié. On peut déjà collaborer entre ces différents secteurs. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite ce petit quiz, et on va commencer par les sujets qui fâchent. C'est pas ça, c'est que c'est n'importe quoi. En vrai, la vérité, la vraie vérité, c'est faux. C'est vrai ou c'est faux, ça ? Franchement. Ouais, c'est pas faux. Vrai ou faux, les produits laitiers sont à éviter pour les athlètes à la recherche de performance. Vrai et faux, tout dépend de il faut trancher. Là, il n'y a pas de réponse de Normand. On y va. Vrai ou faux, les produits laitiers sont à éviter. On n'a pas dit à supprimer, on a dit à éviter. Bon, je dirais faux quand même. Par mesure de sécurité, je dirais vrai. Vrai. Toi, Bérénice, tu as un avis sur la question ? Pour moi, personnellement, je dis vrai. D'accord. Alors, mais c'est peut-être les idées reçues. On va être d'accord, c'est juste qu'il fallait bien nuancer. Oui, il faut nuancer. C'est difficile de dire blanc ou noir, mais tout dépend de la quantité, de la qualité. C'est vrai que maintenant, on a des athlètes qui se nourrissent de skyr ou de fromage blanc, donc la vigilance, bien sûr. Mais, et puis, quel produit laitier aussi ? Est-ce qu'on parle de lait ? Est-ce qu'on parle de... On parle des produits laitiers dans son ensemble. En général, oui. Donc le fromage, le lait... Tout dépend de la qualité et de la quantité. C'est vrai qu'après, on a souvent en référence les apports en calcium, etc. Le calcium, il se trouve qu'on en trouve aussi dans les produits végétaux. Les protéines, on en a ailleurs aussi que dans les produits laitiers. Donc, est-ce que c'est vraiment fondamental ? Pas forcément. On peut s'en passer. Après, de là à dire que c'est dangereux et à éviter pour la performance, je n'irai pas jusque-là. Je suis totalement d'accord. C'est juste qu'il y a on connaît nos sportifs qui peut être excessif. Donc, si on prend parce que souvent, les produits laitiers, on associe ça au fromage, on associe ça au fromage blanc, au yaourt, ainsi de suite. Et c'est vrai qu'en excès, en fait, c'est gras aussi. C'est des choses qui sont plutôt acidifiantes pour l'organisme, donc qui ne sont pas forcément propices à la performance. Donc, c'est pour ça que volontairement, je disais faux. Parce que je sais que derrière, on associe souvent les produits laitiers à du plaisir, parce que c'est bon de manger du fromage. Moi, j'adore mettre du gruyère râpé sur mes pâtes, mais en excès, c'est un peu délétère, quoi. Et pareil pour les yaourts, les fromages blancs, c'est un rituel du petit déjeuner. Donc, mais par contre, les protéines telles qu'on peut consommer après dans notre shaker sont à base de lait. C'est de la protéine de lait, donc en fait, elle est essentielle parce que c'est celle qui permet de le mieux reconstruire la fibre musculaire, qui est la plus rapidement assimilée.
On sait qu'on en a dans les végétaux, mais c'est pas toujours la même qualité. Donc oui, on a besoin des produits laitiers. Mais moi, quand je dis produits laitiers, c'est en fait le lait, quoi. C'est ce qu'on se disait. Là, faut être un peu vigilant. Le lait demi-écrémé, écrémé, sur ouais, bref, voilà, c'est pas ce qui est le mieux et le plus propice à la performance. Puis l'excès de caséine peut être aussi pro-inflammatoire au niveau intestinal et peut créer beaucoup de désordres. Et c'est vrai, tu as raison dans ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'athlètes. Le ski, on l'a beaucoup mis en avant. Et je connais même des athlètes performants, souvent de très haut niveau. Des fois, le repas du soir, c'est du skier. On a des athlètes qui en exagèrent peut-être un petit peu parce que c'est vrai que c'est nourrissant, que c'est une source de protéines, c'est pas très cher. C'est bon, c'est gourmand. On met peut ses mettre ce flocons qu'on veut avec les toppings. d'avoine. Donc c'est vrai que c'est une super solution. Et souvent, je connais des athlètes, c'est leur repas du soir, quoi. Et là, ça peut être un problème. Mais ça peut être un pot de skier par jour, quoi. C'est ça qui est assez démentiel. Mais bon. Donc voilà. Bon, en tout cas, il n'y a pas de raison de les diaboliser comme certains peuvent le faire. Non, mais en fait, tout est une question de nuance. Il y a beaucoup nuance. de dogmes autour du lait, on le sait. Voilà, c'est une question de nuance. D'accord. Vrai ou faux, les pâtes complètes sont la meilleure source de glucides pour un repas pré-compétition. Pré-compétition. Archi faux. Archi faux. Tu manges quoi, toi, avant une compète? Est-ce que tu as un petit... Moi, du riz, mais c'est vrai que... riz, hein, ça c'est... Ah oui, j'adore le riz. Mais t'as un repas fétiche, justement, si tu peux nous en parler, avant une compète, la veille, par exemple? Oui, du riz et avec un peu de poulet. Et c'est tout. Pas de sucré, pas de sauce, fruits. Pas de sauce, j'aime pas la sauce. J'aime pas la sauce. Et du coup, ça me sert. C'est peu calorique quand même, du coup. Mais oui. Moi, je pense que c'est j'ai plus une croyance, une conviction forte, c'est que le dernier repas, pour moi, il est pas propice à la performance. C'est pas le plus important. Par contre, c'est peut être le plus important au niveau, c'est délétère. C'est-à-dire, on peut optimiser son repas, c'est pas ça qui va faire qu'on va performer. Par contre, on prend un mauvais repas, c'est ça qui peut vraiment tout jouer, quoi. Parce qu'on n'a pas le temps de l'assimiler. On sait bien que la digestion, c'est un processus qui est long. Donc les athlètes vont le prendre de 5-6 heures, peut-être 4 heures, 3 heures, ça dépend des sportifs et des disciplines. Mais ça peut être presque, pas dangereux, délétère, mais très délétère en tout cas. J'insiste sur ça parce que ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Des athlètes qui me disent au prépa marathon qui vont faire ça entre 130 et 200 bornes par semaine et qui me disent je comprends pas, je mange beaucoup. Mais en fait, ils vont manger des pâtes avec de la sauce tomate ou du riz avec du poulet. Et même en grosse quantité, ça reste très faible en calories. Tu vois, un plat de pâtes, même si tu prends 150 grammes de pâtes avec de la sauce tomate, ton kilocal, ça va pas être énorme, quoi. Si tu rajoutes pas un peu de trucs. Et tu peux avoir l'impression de beaucoup manger, mais en fait, niveau calorique, c'est pauvre. C'est pauvre, quoi. Et ça, faut faire gaffe parce que c'est un piège souvent. Mais je comprends pas, je mange vraiment beaucoup en quantité. Et puis tu peux te remplir l'estomac pour rien en plus. C'est ça, la digestion. Si les sportifs aiment bien se sentir léger sur une ligne de départ, va manger une grosse assiette de pâtes juste avant, c'est pas optimal, quoi. Et pareil, les protéines, si c'est un plaisir, c'est très bien, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas être performant ou pas. Par contre, si tu prends une bonne côte de bœuf, vu que c'est un peu gras, moyen, quoi. Du coup, les pâtes complètes avant la compétition, les pâtes complètes, on les a beaucoup vendues comme le produit top pour les athlètes, mais avant une compétition, c'est riche en fibres. Effectivement, on va plutôt essayer de gagner en confort digestif, donc plutôt sans fibres. Et puis moi, je suis plutôt partisane du riz que des pâtes avant une compétition. Bon, le gluten, on va peut-être pas rentrer dans le débat, mais je pars du principe que, d'une façon générale, le riz est plus digeste et plutôt un riz basmati. La pomme de terre aussi, qui est un peu à la mode en ce moment. Exactement. Mais il y a les fibres dans la pomme de terre aussi, donc tout dépend de la quantité. Les gnocchis, quand c'est bien fait, par exemple, ça peut être intéressant avec la fécule de pommes de terre. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est pour ça que moi, c'est un autre regard, c'est pour ça que je disais non, mais dans une autre mesure, sur les pâtes complètes, c'est qu'on sait que c'est très acidifiant. En fait, ce qu'on voit, c'est que le PRAL, qui a un indice qui permet de dire c'est acidifiant ou alcalinisant. Donc, si on reprend nos cours de chimie de collège, il y a en gros quelque chose qui est acide et l'autre qui est plutôt basique. Mais on sait que les pâtes complètes sont plutôt acidifiantes, donc c'est pas top dans les repas, on va dire, dans même les 3 jours avant la compétition. Ça, on pourra en reparler, mais c'est quelque chose qu'on a mis en évidence avec nos équipes de recherche. C'est pour ça que nous, on préconise beaucoup les produits issus du végétal, sans rentrer dans les végétaux qui sont riches en fibres. Mais par exemple, la fécule de pomme de terre qui est intéressante parce qu'elle est plutôt alcalinisante, donc quelque chose de basique. Et on sait ça couplé à ce qu'on peut appeler les apports en bicarbonate, peuvent optimiser la performance, notamment dans les épreuves à haute intensité. Donc toi, la meilleure source de glucides avant les compétitions, alors on va pas dire pas forcément juste la veille, mais quelques semaines avant la compétition, les meilleures sources de glucides, tu mettrais quoi? Parce que les pâtes, c'est vrai qu'il y a ce gluten, on sait que notamment tout ce qui est naturopathes ont beaucoup diabolisé aussi ça. Je sais que dans les pays anglo-saxons, si tu prends le Nectar Organ Project, c'est des saladiers entiers de pâtes qu'ils vont manger, quoi. En fait, il faut toujours voir aussi le rapport coût-bénéfice, c'est-à-dire si le but c'est de changer ses habitudes alimentaires juste avant la course pour le sportif, ça va peut-être plus le perturber. Comme je l'ai dit, c'est pas ça qui va changer tout. Donc en fait, il y a quelque chose sur le papier qui est idéal. Donc je pense que la pomme de terre en termes de glucides, c'est plus intéressant que les pâtes, peut-être le riz. L'avoine, c'est pas si bien que ça, contrairement à ce qu'on pense. C'est acidifiant.
Donc voilà, c'est plutôt ces apports-là. Et moi, je travaille avec de l'eau, l'eau ceinture pour pas l'aster, mais il y en a d'autres. Mais c'est vrai que l'eau ceinture a l'avantage d'être très riche en bicarbonate, donc permet en fait aussi de contrecarrer l'effet de l'acidose qu'on peut avoir par les protéines. En fait, ça vient alcaliniser notre organisme, donc avoir un pH sanguin qui est plutôt d'être autour de 7. Grosso modo, il va être plutôt autour de 7,05, des choses comme ça. Et ça optimise en fait cette alcalinisation de l'organisme. Et donc, on pourrait y parler sur les effets de la performance, mais ça contribue à un retard de l'acidose métabolique. Et puis même, d'un point de vue équilibre acido-basique, c'est mieux d'avoir un corps qui est plutôt axé sur le basique. Après, dans le terrain, ce qui est quand même cool avec les pâtes, c'est la facilité, quoi. Exactement. C'est-à-dire que ça va te faire cuire tes pommes de terre, C'est faut pour faire ça que bouillir l'eau, ça met 3 plombes. on parlait de Jimmy, tu vois. Jimmy, on parlait du repas tout à l'heure. Lui, il a envie de tout faire bien. Il me dit c'est quoi le truc trop bien? Et je lui dis c'est les pommes de terre. Mais si t'aimes pas les pommes de terre, tu vas pas manger ça avant ton dernier repas, quoi. On se lâche jamais des pâtes. Les pommes de terre, on s'en lasse. C'est les pour pâtes, ça. c'est vrai. C'est ce que je disais, le rapport coût-bénéfice entre ce qui me fait plaisir aussi, parce que la nutrition, c'est quand même quelque chose qui est plaisant, et le performance, il faut bien gérer tout ça, quoi. Vrai ou faux, la caféine augmente la performance? Alors on en a parlé un petit peu, je sais que vous n'êtes pas d'accord sur ça. Lucie, vrai ou faux? Pareil, pas blanc ou noir difficile. Je vais dire vrai, parce qu'il y a une aide ergogénique, mais oui. Moi, je vais dire faux. Faux. Et toi, est-ce que tu en consommes du café avant tes compétitions? Ah oui, moi je suis team café. super fan de la Team café. caféine. C'est notre grand débat avec. Ça pouvait monter une secte du café, elle le ferait, Bérénice. Mais moi, je m'intéresse bien sûr à la littérature scientifique et j'ai eu l'impression qu'en tout cas, il y avait quand même un consensus sur le café. Alors, pas forcément le café à boire, parce qu'on sait que ça peut être diurétique, il y a des problèmes par rapport à ça, mais en tout cas, la molécule de caféine, j'avais l'impression en tout cas qu'il n'y avait pas vraiment de débat sur quantité. On sait que ça améliore la performance. J'avais l'impression, mais ça peut être un abus de langage, en fait, de dire qu'on augmente directement la performance. Les glucides, oui, augmentent la performance. La caféine, oui, il y a quand même des effets très intéressants au niveau des performances cognitives, notamment. Ça retarde l'apparition de la fatigue neuromusculaire, etc. Voilà. Donc c'est exactement ça, c'est sur le plan cognitif pour du demi-fond, quand on est sur des épreuves qui excèdent les 4 à 5 minutes. Déjà, c'est beaucoup plus controversé. Et en fait, moi, pourquoi oui, je suis totalement d'accord sur un 100 mètres, sur d'autres disciplines comme ça peut vraiment être un plus. Mais j'ai préféré dire faux, parce que je pense qu'on peut avoir de l'activation de par maintenant et des stratégies de préparation mentale qui sont similaires à la caféine. Donc ça, c'est avec moins d'effets secondaires. Et en fait, exactement quand on va... Là, on a le débat avec les Jeux Olympiques, c'est-à-dire qu'il y a des sportifs qui me disaient, est-ce que je prends, par exemple sur le 800 mètres féminin, est-ce que je prends du café ou pas le soir? Les séries sont le soir, je recours potentiellement les repêchages ou le lendemain. On sait que le sommeil, c'est la stratégie de récupération à privilégier. Je prends du café, je vais pas dormir la nuit. Donc, après, ça dépend parce qu'il y a des études qui ont été faites et on sait qu'on n'a pas réussi vraiment à prouver que la caféine, en tout cas sur un panel, empêchait vraiment de dormir. C'est faux. C'est-à-dire qu'avec l'habitude et ainsi de suite, on peut ne pas avoir de mal à s'endormir. Par contre, tu vas avoir une perturbation du sommeil lent léger, qui est la phase du sommeil qui permet de... Exactement, qui est le plus important. Donc en fait, on va pas se rendre compte, mais on va avoir un sommeil moins réparateur. Et ce qui est hyper important, et c'est pour ça parce que c'était du déclaratif. L'étude que je donnais, c'était du déclaratif. Et c'est pour ça. Alors que là, avec la polysomnographie, il y a des études qui ont montré ça. Et encore une fois, le café, je pense qu'on peut avoir les mêmes effets. En fait, tout dépend de la croyance et de l'adhésion qu'on a à cette molécule de caféine. Mais on peut avoir les mêmes degrés d'activation autrement, sans les effets délétères qui est en fait si je cours à 21h et que je prends du café, je vais être une pile électrique. Et comment je fais pour bien dormir derrière? Et déjà, les sportifs de haut niveau, quand on les écoute, ont du mal à s'endormir après. Donc si en plus de ça, on va les suractiver, ça va être pour moi, sur une course, pourquoi pas, sur tout un tas sur l'ensemble d'un championnat, c'est plus délicat. Mais par exemple, Bérénice, elle a une telle adhésion que je ne vais pas la priver de caféine. Mais c'est vrai qu'on a des débats, notamment avec Adrien, quand elle enchaîne plusieurs meetings, ou si elle est à Rome, elle pouvait faire série et demi-finale sur les Jeux. Comment on fait pour optimiser la récupération? C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre ces questions-là avec du recul et voir tout ce que ça peut impacter. Vrai ou faux, les aliments lipidiques sont à éviter avant une compétition? Difficile, encore une fois. On est avant une compétition. Oui, vrai. Vrai, du coup. Oui, vrai, moi j'évite. Toi, parce que ton rapport, il y en est plutôt sucré, gras. Toi, t'es team quoi, toi, sur ça? Oui, moi je mange que du riz avant. Par contre, après, c'est... D'accord. On peut mettre une petite cuillère à café d'huile d'olive ou d'huile de noix dans son riz, mais voilà, c'est pas digeste. C'est que les gens ils pensent lipides, ils pensent tout de suite à frites, des choses comme ça, mais au contraire, tout ce qui est pour prévenir un peu de l'appareil ostéotendineux, comme l'a dit, ce qui est riche en oméga 3. Un peu d'huile oméga 3. Mais avant une compétition, mettre un petit peu d'huile d'olive sur son Il n'y a pas de problème. Ça assaisonne, au contraire. On n'a pas à la bannir non plus, on n'a pas à se dire tiens, je vais virer le lipide une semaine avant la compétition. Faut pas se tromper de gourde, on va pas boire à la bouteille, mais il faut pas abuser, c'est bien aussi.
Vrai ou faux, les protéines végétales sont les plus intéressantes pour les sportifs. Pas forcément à privilégier exclusivement, mais en tout cas sont les plus intéressantes parce que meilleure récupération, on sait qu'il y a eu des documentaires autour de ça, il y a eu pas mal de débats. Est-ce que c'est à privilégier ? Est-ce que c'est, par exemple, on entend souvent que c'est 80% de végétal, 20% d'animal. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Faux. Ouais, faux. Ah, là, c'est parce que il y a débat sur ça. Voilà, on entend beaucoup ça en ce moment. C'est 80-20. L'assimilation n'est pas la même, la qualité de la protéine n'est pas la même et il faut manger beaucoup de végétaux pour arriver Tout à aux mêmes fait. effets. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de lobbying aussi avec les compléments derrière ça. Et pourtant, c'est un végétarien convaincu qui vous dit ça. Donc, voilà. Et parce que tu es végétarien, je sais pas si tu veux le dire, mais. Ouais, je suis végétarien à tendance végétalienne. Donc, et Moi, flexitarienne aussi, je mange très peu de viande. Voilà, mais pourtant, les 80-20, même ça, vous êtes parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est assez. Non. Je pense qu'il y a parfois, il y a trop de protéines qui sont consommées. Donc, ça, c'est évident. Ça, c'est sûr. On n'a pas besoin d'avoir tout cet apport. Mais de là à dire 80-20, je sais pas sur quoi on se base et je serais curieux de lire les études qui mettent ça en évidence. Par rapport au fer, surtout, non ? Alors, encore plus chez les jeunes filles où, en effet, de par les cycles menstruels et la perte de sang, on peut avoir des problèmes de fer. C'est vrai que la viande rouge, notamment, est essentielle. Et c'est pour ça que même si on se complémente en fer, au bout d'un moment, c'est aussi rendre l'organisme feignant. Donc, oui, c'est pas si simple. La complémentation en fer, tout le monde la supporte pas forcément bien. Moi, j'ai déjà. Ça dépend du fer aussi. Forme de fer, il y en a mais qui c'est sont pas plus dur parce qu'il faut trouver le bon dosage. C'est souvent surdosé. Il faut trouver celles que tu assimiles bien. C'est pas un complément qui est. C'est pas du magnésium, quoi. Non, mais il faut travailler avec un médecin déjà. C'est eux qui sont spécialisés là-dedans. Et puis après, on sait qu'il y a plusieurs types de fer qui sont plus ou moins bien assimilés aussi pour la flore gastrique, ainsi de suite. Donc maintenant, sans souci, voilà, Bérénice, Adrien lui a préconisé tel type de fer. On travaille aussi avec le laboratoire, comme je l'ai dit. Maintenant, je pense pas que tu aies des maux de ventre excessifs avec le fer qu'on te préconise, je crois pas. Et puis c'est des quantités aussi. Et puis après, il faut aussi souligner qu'il y a des déficits en fer chroniques qui résultent de problèmes alimentaires, par exemple de déficit glucidique chronique. Donc, et on est un sport aussi qui est pas porté, donc avec une case globulaire, ainsi de suite, donc c'est un paramètre aussi à prendre en compte. Et il faut aussi, parce que du coup, si on est végétarien, qu'on fait, tu vois, tu disais 6000 kilocalories, en bouffant des légumes, ils font bouffer de sacrées quantités. La petite anecdote, parce que Laurent Meuvely est quelqu'un qui je pense que fait l'unanimité dans le monde de la perf. Lui, il dit parce qu'il y a eu cette mode des sportifs dans son groupe qui est moi je suis végétarien. Il dit si t'es végétarien, tu dégages. Lui, il veut pas de végétarien dans son groupe. C'est un peu drastique. Non, mais c'est pour montrer un peu l'idée derrière. Non, mais c'est vrai. Et puis en plus, tu as aussi tendance à surcompenser avec le sucre. On sait que les véganes, tu vois. Une appétence, ça se règle aussi. Voilà. Bon, parce qu'il faut aussi prendre des calories à un moment donné. Et puis, pour avoir fait le test, moi aussi, tu as ce côté, ça calme et tu digères vite. Donc le soir, tu peux avoir quand même pas mal de fringales, te réveiller la nuit avec vraiment très très faim. Moi, c'est ce que quand j'avais essayé pendant 3 mois ce régime-là, c'est vrai que tu dors mieux parce que tu digères quand même très facilement. Mais moi en tout cas, c'était très personnel, c'était du déclaratif encore une fois. Mais par contre, c'est vrai que tu peux être réveillé à 2-3 heures du mat, j'avais vraiment la dalle, quoi. Parce que c'est vrai que ça cale pas, quoi. On va pas se mentir. Vrai ou faux, les boissons énergétiques sont efficaces avant un effort? Vrai, ça peut être utilisé en stratégie glucidique. Ça demanderait de préciser, mais oui. C'est vrai quand même. Vrai, moi j'en utilise. Tout. Ok. Voilà, c'est QFD. C'est quand il y a unanimité, on aime bien. Vrai ou faux, le jeûne intermittent est intéressant pour les athlètes de haut niveau? Alors ça, c'est un peu le truc à la mode. Vous savez qu'il y avait on n'a pas du véganisme. C'est le jeûne intermittent. Beaucoup aussi mis en avant par certains médecins sur les réseaux sociaux. C'est quoi votre avis par rapport à ça? Grand faux. Grand faux. Ouais. Pourtant, c'est un phénomène de mode, on le redisait. Oui. Pour monsieur et madame tout le monde, si ça leur fait plaisir, s'il y a un bien-être associé, très bien. Pour monsieur et madame tout le monde, oui. Et même Yannick Noah prenait beaucoup le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, il y a un peu une culture aussi derrière associée, une culture du bien-être. C'est plus ça, je pense, qui est mis en évidence que le... Il n'y a pas de bénéfice sur la perf. Et en plus, on risque aussi encore plus de mettre l'athlète dans une possibilité d'être en déficit énergétique parce que l'apport calorique global sur la journée va diminuer. Ça peut être une catastrophe. Vraiment. Oui, vraiment. Okay. Vrai ou faux, consommer des sucres rapides comme des bonbons juste avant ou après une compétition est une bonne idée? Ça, on le voit beaucoup dans le cyclisme. Après, oui. Avant, pas forcément. C'est ça. Pour le plaisir, on va dire oui, mais forcément. Je connais des ultra-trailers de haut niveau qui n'hésitent pas à manger des bonbons avant de partir. Avant de partir, je vois pas l'intérêt. Après, par contre... La veille, je veux dire avant de partir quelques jours avant, quoi. Si c'est une source de plaisir, pourquoi pas, mais c'est quand même c'est pas du sucre de qualité.
c'est ce qui fait faire des pics de glycémie, donc je pense pas que ça soit optimal, quoi. On peut trouver des sucres rapides. Je peux en prendre du miel, déjà c'est un peu mieux que de prendre un petit bonbon. Disons qu'avant l'effort, pour avoir une disponibilité en glycogène suffisante aussi, on peut se tourner vers d'autres sources glucidiques. Après, c'est vrai qu'en cyclisme, on le voit en haut d'école. Bon, encore une fois, l'enjeu sur un grand tour, c'est de combler les dépenses énergétiques. Donc oui, manger une poignée de bonbons de suite après l'arrivée, à index glycémique du coup rapide, va pouvoir être une stratégie intéressante en récup. Tu manges des bonbons, Bérénice? Je suis pas très bonbon, mais j'ai une anecdote sur Jacob Ingebrigtsen qui mangeait sur le podium ses bonbons après. Ses sodas aussi, on sait qu'il. Ouais. Bon, après, c'est peut-être pour ça qu'il a fait 4e aussi. Ouais, c'est la méthode norvégienne. Là, il y a une autre. Il a bien performé quand même avant. On va pas le résumer à cette contre-perf. Le pauvre. Mais ouais, il y a des petits compléments qui font des petites gommes en fait et qui sont à l'effort et qui sont pas trop mal au final parce que c'est déjà appréciable en termes de goût et puis il y a des apports dedans qui peuvent être intéressants. Vrai ou faux, les légumes sont les nutriments les moins intéressants dans la performance? On est les moins intéressants, donc il fallait comparer aux autres. Soyons honnêtes. Quelle performance alors? C'est global dans la nutrition sportive. Les légumes sont les moins intéressants. Parce que ça fait débat. Il y a quand même, on entend quand même que les légumes, c'est beaucoup de psychologique et que c'est pas si intéressant que ça. Il faut des légumes pour que tout soit assimilé. La densité micronutritionnelle des légumes, là on va plutôt même parler de micronutriments que de nutriments. Après oui, encore une fois, alors on pourrait se poser la question, est-ce que c'est plus important de manger en qualité ou en quantité quand on est un sportif de haut niveau? Est-ce qu'il n'y a pas plus de risque à être en déficit énergétique? Oui, Mais ça, c'est une grande question. Et pareil, on ne peut pas vraiment trancher parce que bien sûr que les deux sont fondamentaux. Mais il y a aussi le risque chez des athlètes qui vont restreindre un peu leur alimentation, qui vont avoir des comportements restrictifs, qui consomment des très très grandes quantités de légumes. Donc oui, c'est du volume, mais en termes d'apport énergétique, c'est nul. Donc oui, je mange beaucoup en quantité, mais quand on regarde le contenu de l'assiette... Mais si tu les compares aux lipides et aux glucides... tu vois, en fait, les sportifs, naturellement, mangent beaucoup plus de pâtes, donc c'est pour ça que ça soit toujours... Et protéines, j'en parle pas. Et pour que ça soit assimilé, tout ça, il faut des végétaux. Donc c'est pour ça que moi j'ai envie de... Oui, mais je connais des athlètes de haut niveau qui ne sont pas du tout légumes et qui compensent par des compléments alimentaires. Et ils disent finalement c'est même beaucoup mieux. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on peut se passer? Parce qu'il y a des athlètes, c'est pas pratique, les légumes il faut les cuisiner, il faut bien les sourcer. On sait qu'une orange il y a 50 ans ça a perdu 50%. Enfin, la qualité des légumes aussi c'est vrai, un vrai sujet. Vrai. Surtout quand ils sont même les légumes, il y a des études qui sont sorties sur même les légumes chez les primeurs qui sont très faibles au niveau nutriments et ils disent aujourd'hui finalement c'est mieux de complémenter que se prendre la tête avec les légumes. Moi je suis pas d'accord avec ça parce qu'on parle de micronutrition, je pense que vraiment c'est essentiel dans son assiette d'avoir des végétaux. Il faut quand même prioriser l'assiette, les compléments alimentaires, c'est bien, mais là on est dans une ère aussi... C'est la culture française aussi, parce que dans les pays anglo-saxons, c'est... Ouais, mais je serais curieux de voir l'état de leurs reins et ainsi de suite. Et puis ne serait-ce que la flore intestinale, des prébiotiques. Donc... Et ça fait pas très bien de dire ça, mais les légumes surgelés aujourd'hui, bien sourcés bio, ont plus de nutriments que les légumes souvent chez le primeur. Mais c'est pas grave, c'est bien aussi. Voilà. Non, mais on diabolise des fois le surgelé et il faut être honnête parce qu'ils sont surgelés tout de suite. La densité micronutritionnelle est parfois plus intéressante. Donc, faut pas se priver des bien sourcés dans du bio, le surgelé. Aujourd'hui, ça peut être une stratégie. Quand on voit les études, c'est même mieux. Sauf si vous avez un producteur à côté de chez vous. Là, il n'y a pas mieux. Mais si vous êtes à Paris, que les légumes ont voyagé dans 2-3 jours. C'est mieux de prendre du surgelé, quoi. Voilà, même si c'est pas très populaire de le dire. La petite dernière, vrai ou faux, l'hypoglycémie à l'effort n'existe pas. Ça aussi, on entend beaucoup sur un TikTok, Instagram. C'est un peu à la mode. Ça, c'est un peu comme l'hyponatrémie. C'est un peu le truc. Ça dépend ce qu'on entend. Pas par hypoglycémie, c'est un peu compliqué réactionnel, de répondre. Réactionnel. Bon, c'est difficile. Je vais dire faux, mais. Je vais dire vrai alors. N'existe pas, parce que ça fait débat. Je sais que souvent on nous dit parce que il y a cette image où on voit des fois les ultra-trailers boire du coca au 20e kilomètre, on est assez surpris et on se dit mais voilà, en tout cas ceux qui viennent de la route sont assez surpris et du coup l'idée de se dire non, si on est à l'effort on peut pas faire d'hypo. Si l'apport glucidique est constant à l'effort et adéquat, on ne va pas faire d'hypo. Par contre, effectivement, si tu as pris un paquet de bonbons avant de partir et que tu t'alimentes absolument pas en glucides pendant 2 heures, Les hyporéactionnels, j'ai l'impression que c'est plus... Chez le haut niveau, ça arrive jamais. Non. Pour monsieur et madame tout le monde, oui, par contre, c'est courant, mais parce qu'ils ont une méconnaissance, il n'y a pas d'apport glucidique. Et puis que la disponibilité énergétique musculaire, hépatique n'est pas présente non plus.
Tu le conseilles, toi, tes trailers, de boire du coca sur des formats ultra Sur des formats ultra, oui. En début de course, jusqu'aux 2/3 de la course. Début de course, pas forcément, mais oui, quand la prise globale de glucides, de liquide devient compliquée, encore une fois, il y a l'aspect aussi plaisir et psychologique. Si le trailer a besoin d'un verre de coca au kilomètre 60 ou 80, oui, bien sûr. C'est ça, on parle souvent de nutrition en disant il faut faire ça, mais encore une fois, je suis totalement d'accord, c'est aussi du plaisir de manger et de s'alimenter, donc il faut toujours voir le rapport coût-bénéfice. Bon, merci pour ce petit quiz, et se conclut, c'était hyper intéressant. On va finir notre échange en parlant un peu de nutrition à l'effort, mais avant ça, moi j'aimerais parler d'un sujet qui a fait beaucoup débat, c'est comment est-ce qu'on adapte son alimentation en fonction de l'environnement externe. On l'a vu, il y a eu pas mal de débats aussi avec le village olympique. On sait que les Anglais, les Américains ont trouvé que la nourriture française n'était pas assez saine. Ce qui peut prêter à sourire. Mais ça doit être un enjeu, ça aussi, parce que même les sportifs amateurs, on n'est pas tout le temps chez nous, on n'a pas toujours au restaurant. Toi, quel conseil tu peux donner par rapport à ça ? C'est sûr que c'est un enjeu. Après, quand on se fait accompagner aussi par un professionnel, on peut trouver des stratégies quand on est à l'extérieur ou même... c'est trouver des stratégies pour que les habitudes ne sortent pas trop de ce qu'on a l'habitude de faire à la maison, même si on est à l'hôtel ou je sais pas, ou en restauration, on peut privilégier des choses. On a accès aussi toujours à des magasins bio. Enfin, c'est facile, c'est accessible quand même, l'alimentation. Et on peut trouver des stratégies pour ça. Je sais que Jimmy Gressier, il a un petit cuiseur de légumes dans sa chambre à l'INSEP, voilà. Parce qu'il se méfie aussi de l'assaisonnement. C'est qu'il est... excusez-moi le mot, mais il est chiant aussi parfois sur ce qu'il veut manger ou pas, donc c'est pour ça. Et puis c'est un plaisir aussi de faire ce qu'il veut, donc là-dessus il a raison, mais Bérénice peut donner son témoignage après. Maintenant, quand on se déplace en Diamond League, dans tous les grands championnats, en général les hôtels sont aussi très diversifiés en termes de nutrition. Nous, quand on est parti en Afrique du Sud, il y a un des athlètes qui avait même emmené son cuistot avec lui. Donc quand on a en fait, une question de moyens, quand on a des moyens, notamment dans la haute performance, c'est pas trop un problème. Pour monsieur et dame tout le monde, oui, si on va faire son marathon ailleurs, oui, c'est peut-être un peu délicat là. Oui. Mais dans le haut niveau, oui, c'est pas un problème. Et dans le vélo, on a aussi un chef cuisinier qui est présent, bien sûr. C'est tout le temps. Non, moi, avant du coup d'être à l'INSEP et d'aller dans des grandes compétitions, j'ai acheté juste une poche de riz, on met au micro-ondes. Ah, t'aimes le riz, toi? C'est riz. Ah ouais, c'est curry. C'est curry, ouais. Je vais me faire sponsoriser par Pilel. On parle aussi beaucoup du climat. Là, il y a pas mal de chaleur et d'humidité, notamment au début du championnat. Est-ce que ça influence un peu la stratégie nutritionnelle à l'effort? C'est quoi, toi, les ajustements qui doivent être faits pour garder justement un bon niveau de performance? Là, on est en plein été, il peut faire chaud. C'est quoi les principaux ajustements? C'est pas facile, mais on sait que l'apport en glucides, du coup, doit forcément être plus important. Exactement. Donc, et en fait, quand il fait chaud, on a aussi moins faim. Et là, pour préparer les chaleurs, nous, on travaille en ce qu'on appelle un thermotraining room. Donc, c'est une pièce qui est un peu close où on peut régler le taux d'humidité et la chaleur. Et en fait, on peut voir un peu la dépense calorique, mais aussi la perte hydrique, ainsi de suite. Et en fait, si c'est pas bien fait, on peut vraiment tuer l'athlète et en termes de récupération. La fatigue, ça me exactement. Donc oui, il faut adapter, bien sûr. Parce que tu parles avec de la fatigue, quoi. C'est ce qui s'est dit avec les triathlons, où ils ont beaucoup utilisé les thermorooms, mais peut-être qu'ils sont arrivés un petit peu. Bon, ils étaient bien faits, ils étaient bien accompagnés. Comme il y avait Sébastien Rattel à Montpellier qui travaille bien. Nous, on a Franck Brocheret à l'INSEP, c'est comme des pionniers en matière de. En stratégie nutritionnelle, je pense que c'était quand même bien adapté. Non. On parle souvent du rapport poids-puissant, justement, en disant tu as des athlètes qui sont plus puissants, qui sont plus lourds musculairement, mais qui sont plus puissants, des athlètes qui sont plus affûtés, plus fins. Est-ce que ce rapport poids-puissance, il est défavorable quand il y a beaucoup d'humidité pour les athlètes puissants? Parce que ça, c'est un débat aussi sur ça. Vous en pensez quoi? Parce que c'est vrai qu'on peut voir que les athlètes quand même qui sont plus affûtés, moins puissants, performent mieux quand il fait chaud. Et on l'a vu encore... J'avoue que j'ai pas spécialement d'avis sur la question. Moi non plus. Moi, je pense que je suis puissante, mais j'aime bien le chaud. Hein. On parlait d'humidité, là, c'est encore... Ouais, l'humidité, je parle d'humidité. Qui aime ça? Parce que... il y en a qui s'en sortent peut-être mieux que d'autres. L'hydratation, alors ça c'est un sujet. J'ai eu le débat récemment avec Blaise Dubois, justement sur l'hydratation. Ça revient un peu l'idée de dire que boire que quand on a soif, finalement c'est la meilleure stratégie. Et qu'on en a peut-être un petit peu trop fait sur l'hydratation et que voilà. À l'effort ou en général? Non, en général. Moi, je serais très heureux de le rencontrer pour qu'on discute. Je suis les sportifs et on mesure la densité urinaire. On se rend compte que quand on part en Afrique du Sud, un pays où on est en altitude, donc déjà, de par la ventilation, on perd plus d'eau avec la chaleur, ainsi de suite.
S'ils boivent que quand ils en ont envie, bah, c'est bien, ils ont des densités urinaires où ils vont se blesser, quoi. Donc moi je suis pas du tout d'accord avec ça. De par l'environnement, de par la nature de notre activité, on sue beaucoup, on perd beaucoup d'eau. Donc non, il faut avoir un apport hydrique. Et là, pendant les Jeux, on fait cette mesure de densité urinaire. On se rend compte qu'en fonction des spécialités ainsi de suite, il y en a qui arrivent déshydratés. Et déshydratés, c'est mauvaise récup et c'est risque de blessure. Donc moi, je pense que Blaise Dubois, il faut qu'il aille sur le terrain et il faut qu'il se rende compte aussi de la réalité. Je ne suis pas d'accord aussi avec ça. Et d'ailleurs, alors, les études qui ont éventuellement montré que parce le qu'il parle de stimuli méta-analyse, soit- c'est quand même un expert. C'est Oui. quoi il parle, hein, Blaise, Mais- hein, c'est- Mais si je dis donc il pas s'appuie quand de, même si, sur des- si je dis pas de bêtises, les études qui montraient qu'effectivement on pouvait juste se fier au stimuli de la sensation de soif, c'était dans le cas quand même de déshydratation extrême. Exactement. Extrême. Et ce qui n'est pas le cas quand même de nos sportifs, heureusement, bien que, comme disait François, ils arrivent très souvent sur une compétition sous-hydratée parce que voilà, il y a eu le transport. Et ouais, selon moi, c'est comme le comportement alimentaire. À ce compte-là, on dit aux athlètes, alimentation intuitive, mange ce que tu veux quand C'est un tu peu à as la mode envie. aussi, Et ouais. c'est à la mode aussi, mais non, dans une discipline comme celle-là, ça peut pas fonctionner. Oui, même le matin, enfin, qui a soif le matin, c'est rare, hein, Oui. généralement. Ouais, et pourtant, pendant la nuit, on va suer, de par la ventilation, Mm. on va perdre de l'eau. C'est pour ça qu'on parle de footing à jeun, c'est pas je me lève du lit et je pars. Non, je prends le temps de mobiliser, je prends 500 ml d'eau en moyenne et là je peux partir, quoi. Donc on n'attend pas d'avoir soif pour boire, on anticipe la sensation de soif. On reste quand même sur cette recommandation, même si elle fait un Faut peu pas plus- tomber dans la potomanie non plus, Ouais. mais Oui, oui. bien sûr. Bah, tenez, c'est peut-être qu'on des tocs, hein, qui boivent Oui. vraiment des Oui, quantités. ça Oui, arrive. et à l'inverse, ça peut être délétère. Mm. C'est pour ça qu'encore une fois, tout est une question de mesure. Mais si on boit que quand on a soif, moi, je pense qu'on est déshydraté, c'est un risque de blessure. J'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu de Morten et de la technologie aussi autour de l'hydrogel. Lucie, tu travailles avec la team Morten. La particularité de cette marque, quand même, qui est de plus en plus populaire, qui est arrivée il y a quelques années et qui a fait énormément parler d'elle, comment est-ce que ça fonctionne? Quels sont, toi, les avantages de cette marque? Et surtout, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la technologie hydrogel qui est beaucoup mis en avant par cette marque? Parce que moi, je suis pas sûr entre le discours marketing, la réalité, j'ai quand même besoin d'en savoir un petit peu plus clair. Est-ce que c'est un peu bullshit ou qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Alors effectivement, la force de Morten, c'est l'hydrogel. On a des études qui ont été faites et qui sont financées par Morten, je précise. On en reparlera sur les timings d'assimilation, etc. L'hydrogel, donc ça repose en fait sur l'ajout d'alginate, une substance naturelle issue des algues, et de pectine qu'on retrouve dans les fruits. Et c'est ces deux substances qui vont permettre de former l'hydrogel et d'encapsuler les glucides et de faciliter en fait leur assimilation digestive. Et on voit bien qu'il y a une amélioration de la vidange gastrique. On peut consommer beaucoup plus de glucides aussi par heure d'effort qu'avec d'autres produits. Il y a un rapport aussi en maltodextrine fructose qui est étudié, un rapport en sodium qui est étudié et qui va bien faire fonctionner les transporteurs du glucidique. Mais voilà, oui, la force de Morten, c'est cet hydrogel qui permet d'assimiler plus de glucides. Alors, on parle d'encapsuler les glucides. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'est un petit abus de langage, mais l'hydrogel va permettre, entre guillemets, de faciliter, on va dire, le transport des glucides et de faciliter leur assimilation au niveau intestinal. C'est des choses que tu utilises, toi, Bérénice, que tu as des produits un peu fétiches L'hydrogel, oui, moi je le prends, le gel caf. Bien sûr, parce que j'adore la caféine, mais oui, avant... Le riz, la caféine. Oui. Avant une séance, souvent j'aime bien parce qu'il est quand même pauvre en caféine. Enfin, moi, d'habitude, je prends une dose plus élevée pour les compétitions, mais avant une séance importante, si c'est pas trop tard, je prends le gel. Et tu le digères bien parce qu'il y a la digérabilité aussi des produits. C'est quelque chose oui, où justement, tu as tout de suite adapté à la marque ou tu as eu besoin d'attendre d'adaptation Non, justement, c'est, je pense, l'une des forces de Morten, c'est que on digère tout hyper bien. Ça peut être intéressant pour genre de problèmes gastriques, peut-être. C'est ça. Mais Bérénice aussi prend parfois du Drink Mix 160, qui est, quand on parlait sur des footings longs ou des séances qui peuvent durer, ça peut être intéressant. En tout cas, toi, t'aimes pas trop avoir un apport pendant ta séance, mais de temps en temps, elle le fait et les autres athlètes du groupe peuvent le faire aussi. Donc, oui, le gel contient de l'hydrogel, mais la boisson dans l'estomac se comporte comme le gel et va former de l'hydrogel aussi. Les deux produits, Drink Mix et gel, reposent sur la technologie de l'hydrogel. Et puis on a aussi le bicarb. Mais justement, j'allais en parler, le bicarb, parce que là, il y a le système bicarb qui s'intègre dans les... Comment est-ce que ça s'intègre dans les entraînements, dans les compétitions? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est? On le présente un peu comme une nouveauté. C'est vrai que parle-moi un petit peu du biocarb, parce qu'en ce moment, c'est vraiment le
voilà, la chose à la mode. Moi, j'étais resté plutôt que c'était quelque chose très utilisé pour les efforts plutôt courts, jusqu'au coureur de 800 mètres, beaucoup moins pour l'endurance, mais j'ai l'impression que ça change. Que dit la littérature scientifique ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer par rapport à ça ? Est-ce que c'est intéressant le bicarbonate ? Alors, voilà. Je me lance. Si j'y vais. Le bicarbonate, déjà, on va casser les idées reçues. Ça fait 50 ans que ça existe. Voilà. Donc, il faut arrêter. Moi, il y en a qui disent les performances, ça vient grâce au bicarb système et ainsi de suite. Non. Les pays anglo-saxons, les Belges en prennent depuis des décennies. Donc, dans on le va pas. cyclisme, on utilise aussi depuis des années. Les premières études scientifiques, elles remontent aux années 80. Oui, mais dans le fond, le marathon, le trail, on n'en parlait pas. Oui, mais déjà, le bicarbonate pour le marathon et le trail, c'est pas comme le vélo, parce que le vélo peut y avoir des changements d'intensité. Voilà. Donc là, ça va être intéressant. Le marathon, sur une course éventuellement tactique à la fin, mais si on le prend au début, ça va pas avoir forcément trop d'effet. Donc la littérature scientifique dit d'une manière assez, pas évidente, mais en tout cas, il y a un certain consensus. C'est intéressant du 400 jusqu'au... Il y en a qui disent jusqu'au steeple. Moi, je peux même aller parfois jusqu'au 5000, potentiellement 10 000, mais surtout 5000, surtout si c'est une course tactique ou avec une accélération importante à la fin. Il faut qu'il y ait une sollicitation de toute façon de la filière lactique dans tous les cas. Si c'est juste la filière aérobie, ça ne sert à rien. Mais c'est vrai que tu parlais du trail. Alors marathon sur route, je suis totalement d'accord avec toi. Après sur des formats trail, même maratrail, il y a des changements de terrain et des stratégies de course qui peuvent faire en sorte que la filière... Maintenant, les ultra-trailleurs, ils sont capables de pousser des attaques. En fait, ce qu'il faut comprendre sur les passe-plats, ça attaque fort. Pourquoi le bicarbonate c'est intéressant ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme l'a très bien dit Lucie, c'est sur l'utilisation de la filière anaérobie lactique. Pourquoi ? C'est qu'en fait, faut voir que cette filière elle casse un morceau de sucre, donc de glucose, ce qui permet de produire de l'énergie et ainsi de suite. Et avec cette énergie, il y a en fait une prolifération, ce qu'on appelle les ions H+, qui eux sont responsables de l'acidité de notre sang. Pas de l'acide lactique, ça n'existe pas, mais c'est la baisse de l'acidose. Du pH. Exactement, la baisse du pH. Et en fait, le bicarbonate, qui est les ions HCO3-, eux, viennent tamponner, prendre en charge, un peu le prendre par la main pour l'aider à sortir un petit peu. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Mais en fait, si sur un 200 mètres, on va très peu utiliser notre glycolyse, il n'y a pas le temps, c'est tellement court qu'on ne va pas avoir le temps d'avoir une prolifération des ions H+, qui eux baissent le pH sanguin, donc vont avoir un arrêt de l'effort prématuré. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est pour ça que ça peut être très intéressant sur du 8, du 15, du 3000 steeple où il y a des changements de rythme. Et sur le 5000, une course un peu tactique. Donc, 5000, 10 000, oui, je dirais qu'aussi. Parce que si on les regarde courir d'ailleurs un 5000 ou un 10 000 sur piste, le niveau d'intensité n'est quand même pas tout à fait le même en fonction des coups. Et puis le sprint, parfois... c'est drôle, on en a vu l'apparition sur les crosses. Moi, j'en ai vu pas mal qui faisaient ça, donc c'est drôle. Mais par exemple, sur un UTMB, jusqu'à Saint-Gervais, où ça peut attaquer très fort sur les parcelles de cours, on sait que dès qu'il y a du plat, aujourd'hui, les coureurs, ils n'hésitent plus à attaquer fort. Est-ce que ça peut être intéressant sur certains parcelles d'en consommer ? Oui, je pense qu'il peut y avoir un intérêt. Alors, on n'a pas encore d'études scientifiques sur des efforts de si longue durée. Par contre, on parlait des temps d'effort. On a des études quand même sur des exercices de contre-la-montre de 40 km où on voit clairement un intérêt. En ultra-trail, ça va dépendre encore une fois de la stratégie de course et du terrain. Mais si je reprends l'exemple d'un format maratrail qui se court à une intensité folle et où les départs sont très souvent... Oui, tout à fait. Et on peut être performant sans consommer. C'est-à-dire que moi, je connais des sportifs et des sportives. La meilleure française sur 800 mètres n'en prend pas. Ça l'a pas empêché de courir une 57 et de faire 5e au jeu. C'est une aide ergogénique en fait. En fait, on sait parce que ça a des effets physiologiques, donc on sait que ça a un effet indirect sur la performance. Mais de là à dire ça a tel effet sur la performance, on ne sait pas. Et en discutant même avec des entraîneurs, ça peut venir perturber les sensations parce qu'en fait, on vient un peu retarder, reculer l'apparition de la fatigue métabolique. Et donc, parfois, ce que décrivent certains sportifs, c'est qu'on ne ressent pas l'arrivée du lactique de manière vulgaire. Et en fait, ça arrive subitement. Et du coup, les athlètes sont un peu pris au dépourvu et ne savent plus le gérer. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est pas anodin. On l'a un peu vu avec le 1500 mètres. C'est vrai que ça pourrait être une explication où on le voit qu'il attaque très fort et d'un seul coup... Moi, je le trouvais même très relâché et j'ai vraiment l'impression que le mur, il a été surpris même de ça lui-même. Mike Faupen, que j'accompagne de par Adrien, nous disait, lui, sur son 1500 mètres, en fait, en le dernier 300, il sentait rien. Et puis d'un coup, bim, au 150, il sent cette acidose. Donc, et c'est très perturbant parce que du coup, c'est plus la même façon de courir. C'est pour ça qu'il faut l'avoir testé aussi en amont et s'habituer à ces nouvelles sensations avec la prise de bicarb. Toi, parce que moi, je suis assez catégorique là-dessus. Pour moi, il faut le tester.
de temps en temps. Mais par contre, il ne faut pas l'utiliser à l'entraînement. Je suis d'accord avec toi, il faut le tester de temps en temps, mais Pourquoi ? pour Parce moi, qu'il y a de l'habitude, il y a de l'accoutumance. En fait, même pas, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, c'est une aide ergogénique. Et encore une fois, tu rends aussi le métabolisme tampon feignant si tu fais ça, parce que tu viens compenser et retarder un effet physiologique qui est de toute manière normal. Mais le but de l'entraînement, c'est de stresser l'organisme pour créer les adaptations. Donc derrière. si en fait, tu limites ce stress-là pour créer, tu n'as plus les adaptations. Donc c'est de façon ponctuelle, mais effectivement pas et il y a des études, c'est encore à développer, mais qui pourraient mettre en évidence que ça inhibe le système oxydatif, donc le système aérobie. Alors, donc tu vois, pour du demi-fond, c'est embêtant quand même. Il y a quand même une particularité, c'est vrai que le bicarbonate, parce qu'il y a aussi les études, le bicarbonate, c'est un peu comme la caféine tout à l'heure, il y avait aussi des effets secondaires, on les digérait pas forcément, c'était même gustativement très compliqué. Morten, là où ils ont frappé fort, c'est qu'ils ont réussi à développer un bicarbonate qui est très facilement assimilable, très facilement consommable. Et ça, c'est un peu game changer. La digestibilité est excellente due justement à l'hydrogel et ça nécessite qu'une prise parce qu'avant, on faisait par gélule. Ça nécessitait, suivant le poids de l'athlète, souvent jusqu'à 20 gélules, voire plus, en plusieurs prises. L'assimilation digestive était très compliquée. Alors en course à pied, c'était quasi impossible. En cyclisme, sport porté, c'était déjà un peu plus accessible. Mais de par la facilité de prise et surtout la grande facilité d'assimilation digestive, c'est sûr que c'est une vraie révolution. C'est ça, il faut se rendre compte, en fait, avant, il y avait c'est du bicarbonate de sodium, donc on en trouve facilement. En pharmacie. Après, même pas, tu peux trouver à Franprix. Partout, essayez d'en prendre, c'est juste que vous allez avoir mal au ventre, c'est sûr. Mais en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est soit il y avait cette poudre qu'on mélangeait dans de l'eau, mais ça crée des troubles gastro-intestinaux importants, ou alors, comme vient de le dire Lucie, des petits gélules qui sont en fait des comprimés, mais il faut se représenter de ce que c'est avant une course. Ingérer 20 gélules comme ça, des gars, ça fait presque médicamenteux, donc ça peut être dérangeant. Et d'un point de vue même, faut boire à côté, donc ça peut être très dérangeant. Donc là où Morten arrivé et fait très fort, c'est en effet, en fait, on mange une danette avec des Smarties, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. Mais après, il y a aussi d'un point de vue éthique, il y en a qui ne sont pas forcément alignés avec ces supplémentations. Ce qui se respecte. Après, voilà, encore une fois, c'est pas nouveau, c'est utilisé depuis des années et ça reste une aide ergogénique selon moi, au même titre que la caféine ou que d'autres compléments alimentaires. Et c'est pas pour moi, il y a beaucoup de fantasmes. C'est pas indispensable pour être performant. Encore une fois, je connais des athlètes qui sont très performants et qui comprennent pas. Donc, il y a aussi beaucoup de croyances et là où je suis très vigilant, c'est-à-dire que si on en prend tout le temps, c'est-à-dire que l'athlète il l'oublie, il peut pas être performant en compétition. Du coup, ça peut être aussi très dangereux pour les sportifs de haut niveau. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais si on s'habitue à en prendre tout le temps, pour X ou Y raison, on n'en a plus, l'athlète va associer ça à une performance. Exactement. Donc c'est pour ça, encore une fois, c'est une aide, mais c'est pas la performance, quoi. Donc faut vraiment avoir ça en tête. J'aimerais avant de se quitter, qu'on parle un petit peu des électrolytes. On dit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses autour de tout ça. On parle d'écran, on parle aussi... on parlait d'hypodatrémie, il y a pas mal de choses qui en découlent. C'est quoi votre avis par rapport à ça ? Et comment est-ce qu'un athlète doit en prendre ? Comment est-ce qu'il peut en prendre en fonction de ses besoins, l'intérêt ? Est-ce qu'on peut faire un petit point sur l'électrolyte ? Je vais donner mon petit avis parce que pour compléter de manière très large, mais les électrolytes en fait sont très intéressants lorsqu'on va beaucoup suer dans un environnement chaud, un stress important. Nous, par exemple, on en préconise pour lorsqu'on va beaucoup suer, donc quand on part en stage en altitude, en chaleur. Mais en fait, tout n'est pas bon dans les électrolytes. Il y a des marques qui proposent en fait des électrolytes qui sont avec beaucoup de sucre associé, donc c'est pas des sucres, c'est des sucres raffinés, donc pas intéressants. Et il y a différents types d'électrolytes, mais là tu viendras peut-être plus en détail, qui sont bien plus ou moins assimilés. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Pour moi, il n'y a pas de risque à en prendre. C'est même parfois, je pense, un complément qui est intéressant. Et puis ça permet aussi parfois aux sportifs de boire un peu plus parce que c'est un goût qui est agréable, quoi. Je sais pas si. Oui. Alors, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de marketing autour des électrolytes et surtout en France. Il y a beaucoup d'athlètes qui consomment juste des pastilles d'électrolytes sans boisson glucidique, etc. Ce qui reste, on va dire, fondamental, c'est quand même le sodium, et une boisson glucidique bien composée contient du sodium. Alors effectivement, dans des environnements très très chauds, très humides, il va falloir compléter avec autre chose, mais on en revient au même aussi. S'il y a une densité nutritionnelle dans l'assiette, notamment avec les végétaux, etc., on va aussi avoir ces minéraux. Donc l'ajout d'électrolytes, pour moi, il est loin d'être fondamental. Tout dépend, encore une fois, du contexte, de la durée de l'effort, des conditions climatiques. Mais le sodium reste l'élément le plus important et une boisson glucidique bien composée en sodium suffit et il n'y a pas nécessité de rajouter des électrolytes en plus de la boisson glucidique. C'est là où, juste pour la petite anecdote, quand nous on part en stage encore une fois, quand il fait chaud en été, on a vu, parce qu'on mesure la densité urinaire, donc un degré qui permet de savoir si on est plus ou moins hydraté. Et pour le coup, nos sportifs mangent assez bien. Et en fait, on se rend compte avec une hydratation classique, il y avait quand même une perte hydrique trop importante et donc on a vu quand même avec certains électrolytes,
et qui ne sont pas tous de même qualité, ça pouvait un peu minimiser ça. Mais comme tu as dit, avec une assiette, des apports avec d'autres boissons énergétiques, ça peut être bien. Et l'eau ceinture, quand même, elle est quand même un atout non négligeable parce qu'elle est, en plus d'être riche en bicarbonate, aussi du riche en sodium. Et c'est pour ça que ça permet en fait, de compenser la perte en sels minéraux. Toi, Béré, je sais pas, tu prends pas mal d'électrolytes, je crois. Oui, mais moi je trouve qu'on voit les résultats même dans l'urine, non? Enfin, Ouais, ça se voit quand même que ça marche. Avec les C'est plus mesures. clair, c'est ça que tu... Avec, Ouais. avec Non, les mesures à de densité l'œil. urinaire. Oui, ça. Elle ou dit à ça parce l'œil. qu'en fait, moi, je leur donne un petit pot. Du coup, ils font pipi dans le pot et du coup, Vous c'est pour calculez ça. quoi, c'est le Voilà. pH, vous calculez quoi, là? Non, t'as le pH, mais en fait, c'est un appareil qui, avec un faisceau lumineux, permet de savoir la densité urinaire. En fait, si plus il est trop, plus. Parce qu'on dit souvent que quand l'urine est très claire, c'est qu'on a noyé en fait et qu'on a du coup il y a cette. On est mieux hydraté, en gros, Non, c'est ça mais, qu'il faut mais non, dire. en fait, il y a aussi un peu. Enfin, j'ai vu quelques TikTok passer. Alors, je peux pas faire débat parce que les gens nous le répètent aussi, mais qu'en gros, il y a cette, ça c'est un peu populaire en ce moment. Plus vous allez avoir une urine très claire, et plus ça va être dilué et vos électrolytes vont être dilués. Et donc, on nous dit que c'est finalement plus bien d'avoir les urines très claires. Oui, mais Tu vois, voilà, ça c'est. s'ils Bah, sont, voilà, s'ils c'est- sont dilués, ça veut dire qu'il y en a un surplus, donc c'est pas embêtant. Et c'est pas le pH, c'est pas ces choses-là. La couleur correspond plus à la densité urinaire et au degré d'hydratation. Tant mieux si on est bien hydraté, c'est ce qu'il faut se dire. Mais il y a un truc aussi avec les électrolytes, c'est qu'il y a beaucoup de sportifs qui ont du mal à boire parce que c'est pas dans leur habitude. Et leur rajouter une petite électrolyte, ça peut aussi Avec un changer du petit goût. goût, oui, Et ça peut. c'est un petit plus, quoi. Même si, bien sûr, c'est pas lié directement à la performance. Un athlète qui veut s'élancer sur de l'endurance, par exemple, quels seraient selon toi un peu les best-sellers chez Morten pour bien commencer si on est vraiment novice par rapport à ça? Qu'est-ce que tu lui conseillerais de s'intéresser à quoi? Évidemment avec l'aide du nutritionniste, voilà, mais sûr. quand même s'il y a quand même des fondamentaux, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Le drink mix, je pense que c'est vraiment le produit phare et que ce soit, quelle que soit on va dire la durée, l'intensité de l'entraînement. Moi, j'aime bien, Bérénice disait qu'elle affectionnait particulièrement les gels, mais à choisir, j'orienterais déjà vers du drink mix parce que va permettre de s'hydrater. Donc oui, utilisation de la boisson et puis après adapter l'apport glucidique selon durée, intensité des entraînements. Mais la boisson, selon moi, est le produit quand même phare de Morten, bien que les gels, évidemment, sont très facilement consommables et en compétition, tous ceux qui l'ont testé pourront le dire. Surtout les marathoniens. Voilà, surtout les marathoniens. Même sur trail, ça, c'est de plus en plus populaire. Ouais, les bien gels. sûr. Mais en tout cas, à l'entraînement, oui, drink mix. Tu rajouterais des... C'est juste que le gel, parfois, en fait, faut manger, c'est pas toujours évident à l'effort de manger aussi. Donc c'est vrai que la boisson est quand même plus appréciable, je pense, d'un point de vue digestif, en tout cas sensation pour le sportif. Après, encore une fois, tout dépend. Mais il pourrait prendre un gel CAF, comme ça ils se sentent bien sur leur Avec du riz. séance. Avec ou sans riz, et puis ça fait un petit apport. Alors avec- attention aussi à la caféine suivant la durée de l'épreuve parce que le pic dans le sang est atteint quand même au bout d'un certain laps de temps. Donc un athlète de demi-fond qui prend son gel CAF juste avant le départ, il aura l'effet de la caféine à l'hôtel, quoi. Et il reste pas quand même plus haut que la normale pendant 5 heures. Il y a pas une Oui, histoire mais si comme tu ça. le prends en fait pendant ta chambre d'appel ou juste avant l'échauffement, il a parfois la cinétique fait que tu n'as pas ton pic de caféine avant. Du coup, c'est pour ça qu'il faut mieux prendre parfois un peu plus tard que plutôt tôt que tard parce que du coup, tu n'auras pas les bienfaits de la caféine. En tout cas, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, si vous voulez tester les produits Morten, sachez qu'il y a un pop-up store pendant la durée des Jeux Olympiques, rue Fille du Calvaire. Vous allez trouver tous les produits, des experts aussi de la marque. Donc vous allez pouvoir un peu poser toutes vos questions et faire savoir en fonction de votre préparation, si vous préparez le marathon pour tous ou les marathons de septembre, il y a le marathon de Berlin. C'est le moment de venir un peu se renseigner. Cette émission touche à sa fin. Merci à vous trois d'avoir pris le temps de discuter avec moi pendant cette période des JO. Je tiens à remercier Morten d'avoir rendu cet épisode possible. Merci également à Pierre-Emmanuel Hutto, à la régie, Justine Baudin, à la réalisation et à la vidéo, et aux équipes de Sunday Night Productions pour cet épisode. Bonne fin de JO à vous tous. Merci. Et puis continuons, espérons qu'on va encore gagner des médailles sur cette fin de course. Et merci à toi, on est- Guillaume aussi. Merci Guillaume. Merci. À très vite, salut.